door now. Police, hands up. Police, hands up. Last man, Flynn. Put on your side. I'm with you. Alpha, push left. Right, right. On your reach, we're up. Yep. Watch, hands up, hands up, hands up. We're pushing. Take a room, take the room. Take the room. Go, wait, go. Et si le fantôme du baron de cartel le plus redouté du Mexique surgissait enfin sous les projecteurs aveuglants d'un raid américain? Dans la nuit du 7 octobre 2025, les quais paisibles de San Pedro furent déchirés par une symphonie tonitruante d'hélicoptères, de convois blindés et d'un flot d'agents fédéraux qui transformèrent un port endormi en champ de bataille. C'était le moment que le monde attendait, l'aboutissement d'une traque de 10 ans pour le prince héritier du CGNG, El Mencho. Dans cette vidéo, nous levons le voile sur cette arrestation historique, révélant les ondes de choc sismique qui ont traversé le Mexique et les États-Unis. Du silence tendu qui a saisi le port de Los Angeles à la convergence spectaculaire du FBI et de la LAPD en un seul point, nous disséquons chaque moment critique qui a mené ce baron de la drogue mondiale devant la justice. Pourquoi dire adieu à El Mencho a-t-il eu l'impression d'être le début d'une nouvelle ère? Comment le raid a-t-il remodélé les tactiques internationales des forces de l'ordre? Et quelles histoires inédites se cachent sous la surface de cette opération à haut risque? Restez à l'écoute alors que nous dévoilons des détails inédits qui vous tiendront en haleine et changeront à jamais votre façon de percevoir la lutte contre le crime organisé. La nuit du 7 octobre 2025 drapa San Pedro d'un silence qui semblait presque conspirateur. L'aube n'était pas encore née. Le ciel était une ardoise meurtrie, percée seulement par la lueur implacable des projecteurs qui s'allumaient comme une série d'yeux en colère dans l'obscurité. En hauteur, des hélicoptères planaient, leurs rotors fendant l'air avant l'aube, tandis qu'en bas, des SUV blindés formaient un mur d'acier compact, scellant chaque ruelle et chaque coin. Un essaim d'agents fédéraux et de policiers locaux défilait par vagues synchronisées à travers les blocs résidentiels, leurs bottes résonnant sur la brique et le béton. La ville n'avait jamais vu une rue ressembler autant à un champ de bataille. Ce fut un assaut calculé, l'aboutissement d'une traque de plusieurs décennies qui avait finalement permis de cerner le baron de la drogue le plus recherché du monde, El Mencho. L'opération Wipeout n'était pas un raid aléatoire. Elle était le fruit d'années de surveillance minutieuse, de collecte de renseignements acharnés et d'une détermination inébranlable à couper les veines de l'empire criminel qui s'était développé sous la surface de la ville. Derrière le chaos visible se cachait un réseau complexe d'organisations criminelles, leurs racines s'étendant profondément dans les docks, les rues et les recoins sombres de San Pedro. La cible était le Rancho San Pedro Gang, une organisation de rue qui avait évolué d'une équipe locale dans les années 1970 vers une entreprise multigénérationnelle et, surtout, une façade pour la mafia mexicaine, un syndicat basé en prison qui exerçait depuis longtemps un contrôle sur la région. La structure du gang était complexe. Elle était divisée en 6 sous-groupes distincts, chacun avec son propre territoire, son propre ensemble de responsabilités, mais tous répondaient à une autorité supérieure. 2 de ces sous-groupes étaient entièrement composés de femmes, un fait qui soulignait l'ampleur et la profondeur de l'organisation. Chaque division fonctionnait comme une unité commerciale séparée, mais toutes partageaient une source de revenus commune, une hiérarchie commune et une allégeance partagée à un nom qui résonnait bien au-delà des limites de la ville. La mafia mexicaine exigeait des taxes sur chaque activité criminelle au sein de son territoire. Transactions de drogue, transferts d'armes, même les entreprises illicites gérées par des entrepreneurs locaux. En retour, le cartel offrait un cadre sophistiqué qui accordait aux gangs de rue une légitimité opérationnelle et une coordination impossible pour un opérateur indépendant. Derrière les murs des prisons, la mafia mexicaine exerçait un contrôle brutal, dictant des codes de conduite stricts. Tout écart, évasion fiscale, empiètement ou manque de respect pouvait déclencher des représailles violentes. La coopération avec les forces de l'ordre était une condamnation à mort. Un seul faux pas pouvait entraîner des passages à tabac, des arrestations ou des meurtres. Pour les membres du Rancho San Pedro, la mafia était à la fois protecteur et bourreux, un double rôle qui faisait de la loyauté presque une question de survie.
La plainte fédérale décelée le jour du raid détaillait comment les membres du gang recevaient des ordres directement de leaders incarcérés. Ces commandements allaient de la perception des taxes aux stratégies de distribution de drogue en passant par l'attribution de postes de direction au sein des rangs du gang. Le travail d'enquête qui a mené à l'opération Wipeout fut exhaustif. Des agents fédéraux et des détectives locaux ont passé des années à surveiller les mouvements des gangs. Ils ont enregistré des transactions de drogue, des ventes d'armes et des actes violents, tout en documentant comment l'argent remontait vers les membres incarcérés de la mafia mexicaine. Ils ont identifié les donneurs d'ordre, les individus qui fixaient la direction de l'organisation et les exécutants, le bras armé qui exécutait la volonté de la mafia. En retirant ces figures clés des rues et en les poursuivant en vertu de la loi RICO, les autorités espéraient démanteler la capacité du gang à fonctionner comme une entreprise organisée et envoyer le message que l'échelon supérieur de l'entreprise criminelle ne pouvait plus opérer depuis l'ombre. Lorsque le raid a frappé, il a ciblé la haute direction du gang. La première nuit de l'opération, les autorités ont pris d'assaut 6 bâtiments sur un même bloc, chacun étant un centre d'activité criminelle devenu le quartier général des opérations du gang. Les équipes de police et du FBI ont mené des perquisitions simultanées, ne laissant aucune place à l'erreur ou à l'évasion. Elles se sont déplacées avec la vitesse d'une unité bien entraînée, du genre que seuls des mois de répétition et de simulation peuvent produire. Il en a résulté l'arrestation de 13 individus, chacun un décideur, chacun un canal pour les directives de la mafia mexicaine. Les accusations portées contre eux étaient de graves inculpations fédérales RICO qui promettaient de retirer complètement le gang des rues. Le raid a produit des découvertes significatives. Parmi elles, la réalisation que les opérations du gang n'étaient pas seulement locales. Elles étaient devenues un bras de la mafia mexicaine, une organisation basée en prison qui utilisait le gang de rue pour exercer un contrôle et coordonner des activités criminelles à grande échelle. Le gang recevait des ordres sur tout, depuis la perception de taxes auprès d'autres criminels jusqu'à l'organisation de réseaux de distribution de drogue et l'acquisition et le transfert d'armes à feu. Ces ordres étaient envoyés via des canaux cryptés, relayés par des coursiers de confiance et exécutés avec une efficacité glaçante. Cette révélation était une illustration frappante de la manière dont une organisation de rue apparemment petite pouvait être un pivot dans une vaste conspiration criminelle. Les agents fédéraux n'arrêtaient pas simplement des individus, ils coupaient les lignes de vie qui permettaient à un syndicat de prospérer dans la ville. Ils démantelaient un réseau qui s'était tissé à travers les docks, les marchés et les quartiers de San Pedro. Et ce faisant, ils exposaient un monde sombre qui avait été caché sous la vie quotidienne. Les policiers sur le terrain ont décrit la nuit comme un blitz, un assaut coordonné qui a réuni intelligence, stratégie et pure force pour briser l'emprise du cartel. Leurs prochaines étapes impliquaient le démantèlement des factions restantes, l'identification de nouveaux leaders et la poursuite du travail minutieux de constitution de dossiers. Ils ont juré que la ville ne tolérerait plus une telle violence et que leur persévérance se poursuivrait au-delà des arrestations. Mais le raid à San Pedro n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste et plus complexe. Si la mafia mexicaine et ses proxys de gangs de rue étaient gravement affaiblis, le cartel Helicos Nueva Generation, connu sous le nom de CJNG, restait une force redoutable. L'ascension d'El Mencho au pouvoir a commencé dans les paysages ruraux du Mexique, loin des quais de la ville. Né à Aguila Mataquén le 17 juillet 1966, son chemin pour devenir un baron de cartel a commencé par des condamnations mineures pour trafic de drogue et la turbulence d'une expulsion des États-Unis. Ses premières rencontres avec la loi furent le chapitre d'ouverture d'une histoire beaucoup plus longue et sanglante. De retour au Mexique, il s'est aligné sur le cartel du millénaire, acquérant expérience et connexion au sein du monde souterrain du trafic de drogue. Vers 2009, il a fondé le CJNG comme un groupe dissident de l'organisation du millénaire, un mouvement qui allait transformer le cartel en une organisation criminelle transnationale, hyper violente et très sophistiquée. Sous la direction d'El Mencho, le CJNG est arrivé à contrôler des actifs stratégiques essentiels. L'un des plus cruciaux était le port de Manzano, une porte d'entrée devenue un point d'entrée principal pour les produits chimiques précurseurs expédiés de Chine.
Ces produits chimiques, essentiels à la production de méthamphétamine et de fentanyl, n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, le CJNG opère dans les 32 États mexicains et maintient une présence dans plusieurs pays étrangers, formant un réseau criminel véritablement mondial. Son portefeuille de produits se lit comme un catalogue de morts, fentanyl, méthamphétamine, cocaïne, héroïne, qui a traversé la jeunesse à la frontière mexicaine en quantité stupéfiante. Les opioïdes synthétiques du cartel sont directement liés à l'épidémie d'opioïdes américaine, contribuant à des dizaines de milliers de décès par surdose chaque année. Les drogues n'étaient qu'une partie de l'empire d'El Mencho. Le cartel s'est diversifié dans les réseaux d'extorsion ciblant les entreprises et les producteurs agricoles. Les opérations de traite des êtres humains marquées par une brutalité choquante et des stratagèmes de fraude financière sophistiqués qui déplaçaient l'argent à travers un labyrinthe de sociétés écrans et de comptes offshore. Ce qui rendait El Mencho particulièrement dangereux et insaisissable était son style opérationnel. Contrairement aux chefs de cartel flamboyants qui recherchaient l'attention des médias, il opérait depuis l'ombre, évitant les photographies, les apparitions publiques et même le moindre indice de visibilité. Ses canaux de communication étaient cryptés, ses coursiers dignes de confiance et ses mouvements soigneusement masqués, faisant de lui un fantôme aux yeux des forces de l'ordre. Le gouvernement des États-Unis avait mis une prime de 15 millions de dollars sur sa tête, faisant de lui l'un des fugitifs les plus recherchés du monde. Malgré cette récompense massive et les efforts ciblés des agences d'application de la loi américaine et mexicaine, il restait en fuite. C'était un fantôme qui orchestrait la violence et le trafic de drogue à une échelle massive, tout en échappant avec succès à la capture année après année. Dans une ville qui avait toujours semblé compter sur le mythe de l'homme qui s'est fait tout seul, l'histoire d'El Mencho était un rappel frappant que la ligne entre l'opportunité économique et la criminalité violente est plus mince qu'il n'y paraît. À San Pedro, les suites du raid se sont installées comme la poussière. Les habitants regardaient par leurs fenêtres, se demandant ce qu'il adviendrait de leur rue. Certains ressentaient un soulagement, sachant que les réseaux criminels violents avaient été frappés, tandis que d'autres éprouvaient de l'incertitude. Les responsables des forces de l'ordre ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'une victoire, mais pas d'une fin définitive. Leurs prochaines étapes impliquaient le démantèlement des factions restantes, l'identification de nouveaux leaders et la poursuite du travail minutieux de constitution de dossiers. Le message était celui d'une persévérance acharnée, le serment que la ville ne tolérerait plus une telle violence. L'opération Wipeout fut un triomphe de coordination, d'intelligence et de stratégie. Elle a démontré que même les entreprises criminelles les plus enracinées pouvaient être démantelées si les agences de maintien de l'ordre travaillaient de concert, bâtissaient des dossiers solides et ciblaient le cœur de l'organisation. L'élimination des donneurs d'ordre, les décideurs qui orchestraient les activités quotidiennes du gang, fut un coup porté à la structure du gang et un pas vers l'affaiblissement de l'influence de la mafia mexicaine sur les gangs de rue. Pourtant, l'histoire plus large restait inachevée. La portée du CJNG s'étendait bien au-delà des frontières de Los Angeles, dans tous les recoins du Mexique et à travers le monde. Les drogues synthétiques qu'il produisait alimentaient la crise des opioïdes aux États-Unis. Tandis que ces opérations d'extorsion et de traite des êtres humains déstabilisaient davantage les communautés proches et lointaines, l'ombre d'El Mencho planait sur les efforts des forces de l'ordre. Un spectre qui rappelait à tous la toile complexe de corruption, de peur et de violence qui sous-tendait le crime organisé. La ville avait fait un pas, mais la bataille ne faisait que commencer. Le coup de filet des forces de l'ordre de 2025, bien que dévastateur pour l'infrastructure du cartel, a révélé une résilience paradoxale. Chaque arrestation très médiatisée n'a pas paralysé le CJNG. Au lieu de cela, elle a simplement déplacé l'attention du cartel vers d'autres nœuds et opérations. Le cartel s'est adapté, ses dirigeants ont rétabli de nouvelles routes et sa machinerie financière a trouvé de nouvelles façons de blanchir les profits. Les forces de l'ordre ont été contraintes de pivoter, de développer de nouvelles techniques d'enquête et de renforcer la coopération internationale. La victoire de la ville à San Pedro a envoyé un message clair. Une intelligence coordonnée, une planification méticuleuse et des arrestations ciblées pouvaient faire tomber même les réseaux criminels les plus enracinés. Mais la lutte contre le CJNG exigerait le même niveau de persévérance, le même engagement inébranlable et la même volonté de s'adapter.
Le silence qui planait sur San Pedro après le raid n'était pas le silence de la paix, c'était le silence d'une ville retenant son souffle, attendant le prochain chapitre. Les habitants allaient bientôt apprendre que l'élimination d'un baron de cartel n'était qu'un acte isolé dans une guerre bien plus vaste. Les rues de la ville seraient remodelées par l'absence de la violence qui les avait jadis imprégnées. Pourtant, de nouvelles menaces surgiraient de l'ombre, de nouveaux leaders revendiqueraient les positions vacantes, et la guerre se poursuivrait dans un cycle incessant d'ascension, de répression et de résurgence. L'opération Wipeout avait démontré que la loi pouvait frapper, mais elle avait également montré que les entreprises criminelles étaient capables de se reconfigurer en réponse à la pression. La ville avait fait un pas décisif, et l'avenir dépendrait de la façon dont la loi s'adapterait à une menace qui a toujours une longueur d'avance, un fantôme qui continue d'orchestrer la violence depuis l'ombre. L'élan créé après le raid de San Pedro ne s'est pas arrêté. En février, le Congrès des États-Unis, stimulé par la vague incessante d'arrestations et de saisies, a voté pour désigner le CJNG en vertu de la loi sur la désignation des grands trafiquants de stupéfiants étrangers. Cette décision a amplifié les sanctions déjà sévères et a donné au ministère de la Justice une lame plus affûtée, lui permettant de couper les lignes de vie financières du cartel de l'autre côté de l'Atlantique. Les banques et les sociétés de gestion de fonds qui avaient autrefois joué un rôle silencieux se retrouvaient désormais sous surveillance. Soudain, les comptes cachés qui avaient échappé aux paradis fiscaux furent mis à nu et le réseau autrefois invisible de sociétés écrans commença à se dénouer. L'effet d'entraînement s'est étendu au-delà des États-Unis. Les institutions financières du monde entier, liées aux flux illicites du CJNG, ont dû faire face à la nouvelle réalité selon laquelle les profits d'un cartel ne pouvaient plus circuler librement dans l'ombre. Avec l'étiquette de baron de la drogue désormais apposée, les enquêteurs ont plongé plus profondément dans la machinerie de blanchiment d'argent qui alimentait l'empire d'El Mencho. Un ancien banquier, autrefois considéré comme un complice silencieux, a été inculpé après que le ministère de la Justice eut lié son traitement offshore de millions de dollars aux caisses du cartel. Sous la lumière fluorescente du tribunal fédéral, les procureurs ont présenté des preuves montrant comment ces transactions avaient acheminé des fonds vers un réseau qui, pendant des années, avait maintenu à flot les opérations du CJNG. L'affaire a servi non seulement de jalon juridique, mais aussi d'avertissement aux partenaires mondiaux du cartel. L'ère des flux financiers invisibles était révolue. Pendant ce temps, les équipes d'extradition avaient commencé à cerner les agents du cartel à l'étranger. Les procédures judiciaires s'intensifiaient dans un mouvement discret mais incessant. Un réseau de sociétés écrans, autrefois protégé derrière des banques étrangères, était désormais gelé par l'Office of Foreign Assets Control. Le département du Trésor américain, par une action décisive, a coupé la ligne de vie qui avait permis à la machinerie du cartel de fonctionner. Le gel de milliers de comptes a perturbé les transactions quotidiennes qui, pendant des décennies, avaient financé la production de drogue, l'approvisionnement en armes et les modes de vie luxueux des membres du CJNG. Le filet se resserrait autour de toutes les avenues que le cartel avait empruntées pour cacher sa richesse. Mais la répression financière n'était qu'un bras de la campagne. Lors d'une opération audacieuse à la fin du printemps, un lieutenant clé nommé Alino fut capturé dans les collines reculées entourant un petit village. Alino, un contrebandier chevronné, avait été responsable du déplacement de vastes quantités d'opioïdes synthétiques à travers la frontière poreuse. À la suite de son arrestation, les unités de renseignement ont découvert qu'il avait coordonné les expéditions de la drogue emblématique du cartel, le fentanyl, par des corridors clandestins qui contournaient les points de contrôle standards. La saisie de la cache d'Alino, des kilogrammes de fentanyl, ainsi qu'une cache d'armes, a mis en lumière la capacité du CJNG en matière de logistique furtive. La capture a également confirmé que la structure interne du cartel était flexible. Lorsque la pression montait sur un front, il pouvait se tourner vers un autre avec une relative facilité. Le pivot stratégique ne s'est pas arrêté là. Le CJNG, sentant l'équilibre changer, a trouvé refuge dans le monde agité du cartel de Sinaloa. En s'alignant sur les Los Chapidos, qui luttaient contre des querelles internes, le CJNG a étendu sa portée vers de nouveaux couloirs de drogue. Cette alliance est née de la nécessité et de l'opportunité. Le cartel, toujours adaptatif, a tiré parti du chaos au sein de Sinaloa pour sécuriser de nouvelles routes pour les opioïdes synthétiques et les drogues dures.
Les Los Chapidos, avec leur présence locale enracinée, ont fourni au CJNG la connaissance de chemins cachés à travers les montagnes, tandis que le CJNG a fourni des ressources et une protection en échange d'une part du commerce lucratif. Ce partenariat était, à la base, un pari stratégique qui illustrait la maîtrise de l'opportunisme par le cartel. Il a clairement fait comprendre qu'une seule ligne d'attaque ne couperait jamais la bête entière. Avec les finances du cartel au bord de l'effondrement et leur route logistique sous interdiction constante, l'attention s'est tournée vers le prix ultime, El Mencho lui-même. Le FBI, travaillant en tandem avec les partenaires locaux et fédéraux, traquait le leader insaisissable depuis des années. La décision de passer d'un raid traditionnel à une action plus décisive, des assassinats ciblés ou des frappes de drones, a suscité des débats houleux parmi les décideurs politiques, les responsables des services de renseignement et le public. Jack Riley, un ancien agent de la DEA, a averti qu'une frappe de drone aveugle pourrait se retourner contre eux, transformant l'opération en un spectacle politique plutôt qu'en un avantage stratégique. Il a soutenu qu'une telle démarche pourrait enflammer les tensions avec le Mexique, compromettre la coopération en cours et potentiellement faire un martyr des dirigeants du cartel. Jack Riley, un ancien agent de la DEA, a averti qu'une frappe de drone aveugle pourrait se retourner contre eux, transformant l'opération en un spectacle politique plutôt qu'en un avantage stratégique. Il a soutenu qu'une telle démarche pourrait enflammer les tensions avec le Mexique, compromettre la coopération en cours et potentiellement faire un martyr des dirigeants du cartel. Ces préoccupations, enracinées dans les complexités des opérations transfrontalières, ont pesé lourdement sur les délibérations. De l'autre côté du spectre, les partisans des frappes de précision ont souligné l'impact tangible que la saisie de pilules contrefaites et d'opioïdes synthétiques avait sur la crise des opioïdes aux États-Unis. Chaque kilogramme de fentanyl saisi, chaque lot de médicaments contrefaits confisqués signifiait moins de pilules dans les rues, moins de décès et un marché plus petit à exploiter pour le cartel. La conversation est devenue un bras de fer entre le pragmatisme militaire et la prudence diplomatique. Une question de savoir s'il fallait poursuivre une seule frappe très médiatisée ou continuer le processus lent mais incessant de coopération bilatérale. Au milieu de ces discussions stratégiques, les États-Unis et le Mexique se sont retrouvés dans une impasse diplomatique. Les responsables mexicains, méfiants à l'égard d'une frappe de drone unilatérale, ont mis en garde contre des actions qui pourraient violer leur souveraineté. Les États-Unis, frustrés par le manque de progrès tangible dans la capture d'El Mencho, ont poussé à une offensive plus décisive. Le débat était intense. Dans les couloirs de Washington, les agences antidrogue ont souligné que chaque saisie de fentanyl, chaque kilogramme de pilules contrefaites confisquées avait un effet direct et mesurable sur les communautés américaines souffrant de l'épidémie d'opioïdes. Elles ont soutenu qu'une frappe ciblée pouvait perturber la chaîne d'approvisionnement du cartel d'une manière que le lent processus de réforme institutionnelle ne pouvait pas. Dans ce contexte, le ministère de la Justice a lancé une vague de procédures judiciaires liant les opérations de blanchissement d'argent du cartel aux institutions financières des États-Unis. L'inculpation d'un ancien banquier a révélé qu'il avait traité des millions de dollars via des comptes offshore qui alimentaient les caisses du cartel. L'affaire a souligné la portée de l'infrastructure financière du CJNG et a servi d'avertissement sévère à ses partenaires mondiaux. Le flux de fonds illicites n'était plus à l'abri de l'examen. Les canaux auparavant invisibles étaient devenus exposés à une nouvelle ère de transparence. L'histoire de la terreur exercée par les gangs de Rancho San Pedro sur San Pedro, qui avait autrefois semblé un épisode isolé, est maintenant apparue comme un microcosme du tableau national plus large. Des familles des États-Unis et du Mexique ont pleuré la perte de leurs proches, tandis que les communautés luttaient avec l'héritage d'un réseau qui prospérait sur la peur et le profit. Pourtant, les actions des forces de l'ordre, aussi coûteuses soient-elles, ont offert une lueur d'espoir. Elles ont signalé que la justice pouvait toujours être poursuivie sans relâche, qu'aucune organisation n'était trop puissante et que même les cibles les plus insaisissables finiraient par rendre des comptes. La crise de santé publique au cœur de la demande du cartel a encore compliqué l'équation. Chaque pilule contrefaite saisie et chaque kilogramme de fentanyl intercepté réduisait directement l'approvisionnement en substances mortelles qui atteignaient les communautés américaines. À mesure que les protocoles de la DEA s'amélioraient, les interdictions aux postes frontières augmentaient et les envois interceptés prenaient de l'ampleur. La coopération accrue entre les agences américaines et mexicaines est devenue l'épine dorsale de ce succès.
Une démonstration tangible qu'un effort coordonné pouvait faire une différence mesurable. Entre les murs d'un tribunal fédéral, une nouvelle vague de procédures judiciaires a commencé à faire surface. Le ministère de la Justice a poursuivi des affaires liant les opérations de blanchissement d'argent du cartel aux institutions financières américaines. L'inculpation d'un ancien banquier en était un exemple. Son rôle dans le traitement de millions de dollars via des comptes offshore avait fourni aux caisses du cartel le capital nécessaire pour étendre sa portée. Les poursuites ont servi d'avertissement aux partenaires mondiaux du cartel que le flux de fonds illicites ne pouvait plus circuler librement dans le système financier.